Tu n'es pas invitée à Pâques, Solange. Ces mots, prononcés par mon père avec une désinvolture glaciale, ont résonné dans mon téléphone comme un coup de tonnerre, brisant net l'air froid de cette fin d'après-midi. J'ai failli lâcher le volant de mon bus scolaire. Pas d'invitation? Après tout ce que j'avais sacrifié? Il a ajouté, sans le moindre remords, mais n'oublie pas de virer l'argent pour le fioul, il va neiger. À cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé. Pas mon cœur, non. C'était ma patience. Et croyez-moi, quand la patience d'une femme qui a payé 10 000 € pour sa famille s'effondre, le bruit est assourdissant. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur week-end de rêve en cauchemar polaire, dites-moi dans les commentaires, d'où écoutez-vous cette histoire? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos messages aux quatre coins du monde. Je m'appelle Solange, j'ai 36 ans, et je suis conductrice de bus scolaire ici, à Aurillac, dans le Cantal. Si vous connaissez la région, vous savez que le froid, ici, ne plaisante pas. Même en avril, l'hiver s'accroche aux vieilles pierres comme une malédiction. Ce jour-là, je venais de déposer le dernier groupe d'enfants. Mes mains étaient encore engourdies par les vibrations du volant et par l'air vif qui s'infiltrait à chaque ouverture des portes. Mais mon cœur, lui, était chaud. Pâques approchait. Pour moi, Pâques a toujours été sacré. C'est la promesse du printemps, la famille réunie, l'odeur du gigot d'agneau qui rôtit doucement au four pendant des heures. J'avais tout prévu. Sur le siège passager, soigneusement emballé dans du papier de soie colorée, reposait un sac rempli de chocolats artisanaux. Des œufs en chocolat noir, fourrés au praliné, que j'avais commandés chez le meilleur chocolatier de la ville pour les enfants de mon cousin. J'avais aussi acheté une bouteille de Château Margaux, un millésime hors de prix que je réservais à mon père, Régis. Je savais qu'il apprécierait. Il appréciait toujours les choses chères, surtout quand ce n'était pas lui qui les payait. Mon téléphone a sonné alors que je coupais le contact du bus au dépôt. L'écran affichait « Papa ». J'ai souri. Je pensais qu'il m'appelait pour discuter du menu ou pour me demander à quelle heure je comptais arriver dimanche. « Allô, papa ?» ai-je répondu, ma voix trahissant mon enthousiasme. « Solange, écoute, je vais faire vite » a-t-il commencé. Sa voix était sèche, dénuée de toute chaleur paternelle. « Ta mère et moi, on a discuté. Pour le déjeuner de Pâques dimanche, ce n'est pas la peine que tu viennes. » Le silence qui a suivi a duré une éternité. J'ai cru avoir mal entendu. Le vent sifflait à travers la vitre entr'ouverte du bus. « Pardon » ai-je bégayé. « Comment ça, pas la peine que je vienne ?» Il a soupiré, un son agacé qui m'était familier depuis l'enfance. « C'est ta sœur, Magali. Elle amène son nouveau copain, Enzo. Il travaille dans la mode, à Paris. Un type très bien, très sophistiqué. Magali veut que tout soit parfait. Elle veut une ambiance, comment elle a dit? Chic. Élégante. Et alors, ai-je demandé, sentant une boule se former dans ma gorge. Et alors, Solange, regarde-toi. Tu es conductrice de bus. Tu as tes manières un peu rustiques. Ton uniforme, tes histoires de syndicat, ta vieille voiture qui fait un bruit de tracteur. Magali a peur que tu fasses tâche. Elle ne veut pas que tu mettes Enzo mal à l'aise. On veut que ce garçon se sente bien accueilli, tu comprends? C'est important pour l'avenir de ta sœur. J'étais sidérée. Mon propre père me disait que j'étais trop bas de gamme pour ma propre famille. Magali, ma petite sœur de 27 ans, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 mois, qui vivait de mes charités, avait honte de moi? Moi qui me levais à 5 heures du matin pour conduire sur des routes verglacées afin qu'elle puisse jouer à la princesse? Tu plaisantes, j'espère, ai-je murmuré, la colère commençant à remplacer le choc. Ne sois pas dramatique, a-t-il coupé court. On se verra la semaine prochaine, quand ils seront partis. Ah, et avant que j'oublie. La météo annonce une vague de froid pour ce week-end. N'oublie pas d'appeler la compagnie de chauffage pour faire remplir la cuve de fioul. Il ne reste presque rien. Et vire-moi 200 € pour le gigot, ta mère veut prendre celui de l'épicerie fine, pas celui du supermarché. Enzo a le palais fin. Il a raccroché. Juste comme ça. Pas un au revoir. Pas un « je t'aime ».
Juste une liste de courses et une interdiction de séjour. Je suis restée assise là, dans mon bus vide, le téléphone encore collé à l'oreille, regardant la nuit tomber sur le parking désert. Les chocolats sur le siège passager semblaient soudain ridicules. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un état second. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Je n'entendais plus le ronronnement familier du moteur de ma vieille Peugeot, je n'entendais que la voix de mon père. « Tu fais tâche. » Mon appartement est un 2 pièces situé au rez-de-chaussée d'un immeuble des années 70, à la périphérie d'Aurillac. Il est mal isolé, humide, et les fenêtres laissent passer des courants d'air qui vous glacent les os. Je garde le chauffage au minimum pour économiser. C'est ironique, non? Je vis dans un frigo pour pouvoir payer le chauffage central de la grande maison en pierre de mes parents. Je suis entrée, j'ai jeté mes clés sur la table en formica et je me suis laissée tomber sur ma chaise. En face de moi, punaisé au mur, il y avait mon rêve, une affiche d'une agence immobilière montrant un petit studio à Montpellier. Un balcon, du soleil, la mer à quelques kilomètres. Cela fait 5 ans que je regarde cette photo. 5 ans que je me dis, l'année prochaine, je pars. L'année prochaine, j'achète. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti mon carnet de comptes. Un petit cahier à spirale rouge où je note tout. J'avais besoin de voir. J'avais besoin de comprendre. J'ai pris ma calculatrice. Janvier, 800 € pour le remplissage de la cuve de fioul de papa. Février, 450 € pour la taxe foncière qu'ils avaient oublié de payer. Mars, 300 € pour les courses alimentaires parce que Magali voulait organiser un brunch d'anniversaire. Avril dernier, 2500 € pour la réparation de leur toiture après la tempête. La liste continuait, interminable. Des virements pour l'électricité, pour l'eau, pour les dettes de carte de crédit de Magali quand elle a décidé qu'elle avait absolument besoin de ce sac à main de créateur pour un entretien d'embauche qu'elle n'a jamais eu. J'ai additionné les colonnes. J'ai vérifié 2 fois, espérant m'être trompé. Le chiffre s'est affiché sur l'écran LCD de la calculatrice, clignotant comme une accusation, 10 240 €. 10 240 €. En une seule année. J'ai regardé l'affiche de Montpellier. Ce montant, c'était mon apport personnel. C'était mes frais de notaire. C'était ma nouvelle vie. Si je n'avais pas joué à la banque pour eux, je serais déjà là-bas, sur une terrasse, un verre de rosé à la main, loin de ce froid, loin de cette ingratitude. J'ai réalisé avec une clarté douloureuse que je n'étais pas leur fille. Je n'étais pas une sœur. J'étais une commodité. J'étais un plan d'épargne sur pattes. Ils ne m'aimaient pas, ils aimaient mon argent. Ils aimaient le confort que je leur procurais. Et maintenant que ce confort menaçait leur image sociale devant un étranger, ils me jetaient comme une vieille chaussette, tout en s'attendant à ce que je continue de payer la facture de la laverie. Une larme de rage a coulé sur ma joue. C'était la première et la dernière. Si vous étiez à ma place, après avoir découvert que vous avez sacrifié vos rêves pour des gens qui ont honte de vous, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous payé le chauffage par culpabilité? Dites-le moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir si je suis la seule à avoir ressenti cette haine pure. Je m'apprêtais presque à fermer ce carnet, à trouver une excuse pour leur pardonner encore une fois. C'est l'habitude, vous savez. On est conditionné à chercher l'amour de ses parents, même quand le puits est sec. J'ai pris mon téléphone, machinalement. Peut-être que j'espérais un message d'excuse de ma mère. Maman, Bernadette, elle est plus douce d'habitude. Elle suit papa, mais elle a parfois des remords. Il n'y avait aucun message. Par contre, il y avait une notification Instagram. Magali venait de publier une story. J'ai cliqué. L'image était parfaite, trop parfaite. C'était une photo de la salle à manger de mes parents. La grande table en chêne massif était déjà dressée pour un essai de décoration. Nappe en lin blanc, chandelier en argent, que j'avais passé des heures à polir le mois dernier, vaisselle en porcelaine de Limoges. Et au centre, une composition florale extravagante qui a dû coûter au moins 150 €. Mais ce n'est pas la photo qui m'a fait basculer. C'était la légende, écrite en police stylisée avec des petits émojis de lapin et de champagne. Préparatif pour un pack de rêve avec mon amour Enzo, enfin une fête de famille digne de ce nom. Uniquement pour l'élite.
Pas de mauvaise onde cette année. #luxe, #family goal, #nolovib, #easterchic. Pas de mauvaise onde. Nolovib. C'était moi. J'étais les mauvaises ondes. J'étais celle qui rappelait que l'argent ne pousse pas dans les arbres. J'étais celle qui arrivait avec ses vêtements de travail et sa fatigue. Elle utilisait mon argent pour acheter ce lin et ces fleurs, et elle me traitait publiquement de nuisance. J'ai senti mon sang bouillir. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une révélation. Il voulait jouer aux riches? Il voulait une vie d'élite sans la crasse de l'ouvrière qui les finançait? Très bien. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable. Il était ouvert sur la page de ma banque. J'ai aussi ouvert un nouvel onglet, le site de la compagnie de distribution de fioul, Cantal Énergie. Tu veux de l'élite, Magali, ai-je murmuré dans le silence de mon appartement glacial. Tu vas voir ce que ça coûte, la vraie vie d'élite. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je suis devenu d'un calme absolu. C'était le calme du tireur d'élite avant de presser la détente. J'ai posé mes doigts sur le clavier. Il était temps de leur donner exactement ce qu'ils demandaient, une fête sans moi. Et par conséquent, une fête sans mon argent. Je me suis connecté à mon compte client sur Cantal Énergie. Je connaissais mes identifiants par cœur, c'était moi qui gérais ce compte depuis 10 ans. La page d'accueil affichait une alerte rouge, commande en attente, livraison express 1000 litres de fioul domestique supérieur. Date prévue, samedi matin. Montant estimé, 1200 €. Acompte versé, 1200 € via CB. C'était la commande que j'avais passée la semaine dernière, prévoyant la vague de froid. J'avais déjà payé. Il n'avait plus qu'à attendre le camion. Ma souris a survolé le bouton « Modifier la commande ». J'ai cliqué. Puis j'ai sélectionné « Annuler la commande ». Une fenêtre pop-up est apparue, êtes-vous sûr de vouloir annuler? Toute annulation moins de 48 heures à l'avance peut entraîner des frais. Le remboursement sera crédité sur la carte bancaire d'origine. Je me fichais des frais. Je voulais mon argent. Je voulais surtout qu'il n'y ait pas de camion samedi matin. J'ai cliqué sur confirmer. L'écran a clignoté. Votre commande a été annulée. Remboursement de 1200 € initié. Premier coup porté. Ensuite, je me suis connecté à l'application de ma banque. J'ai navigué vers la section « Carte bancaire ». J'ai 2 cartes. La mienne, et une carte secondaire au nom de Bernadette, Course. C'est celle que j'avais donnée à ma mère pour les « urgences » et qui servait finalement à acheter du saumon fumé et du champagne pour les apéros de Magali. J'ai sélectionné la carte de maman. J'ai appuyé sur l'icône de verrouillage. Puis, pour être sûr, j'ai cliqué sur « Déclarer comme perdu, volé, bloqué définitivement ». Deuxième coup porté. Mais je n'avais pas fini. Mon père m'avait demandé de payer le gigot. Il avait précisé « épicerie fine ». Je savais exactement de laquelle il parlait, la boucherie de l'Orme, la plus chère de la ville. J'y avais un compte client. J'ai composé le numéro de la boucherie. Il était 18h55, ils allaient fermer. Boucherie de l'Orme, bonsoir. Bonsoir, c'est Solange, la fille de Régis. Je vous appelle pour la commande du gigot d'agneau de 7 heures et du foie gras pour dimanche. Ah oui, mademoiselle Solange. Tout est prêt, une pièce magnifique. Monsieur votre père va se régaler. En fait, il y a un changement de programme, ai-je dit d'une voix douce, presque mielleuse. Le repas est annulé. Une urgence familiale. Nous ne pourrons pas prendre la commande. Le boucher a marqué un temps d'arrêt. Oh, quel dommage. C'est une pièce réservée. Je suis vraiment désolé. Je vous dédommagerai pour la perte la prochaine fois, mais ne livrez rien. Et surtout, ne prévenez pas mon père, il est déjà assez bouleversé comme ça, je ne veux pas qu'on le dérange avec des détails logistiques. Je comprends, mademoiselle. C'est annulé. Bon courage. J'ai raccroché. J'ai éteint mon ordinateur. J'ai ouvert la bouteille de Château Margaux que j'avais achetée pour papa. Je me suis versé un grand verre. Le vin était riche, complexe, velouté. Il avait le goût de la victoire.
Dehors, le vent commençait à hurler. La tempête arrivait. Ils voulaient un Pâques sans moi? Ils allaient avoir un Pâques sans moi. Sans ma chaleur. Sans ma nourriture. Sans mes ressources. J'ai levé mon verre vers la fenêtre sombre. Santé, papa. Santé, Magali. J'espère que vos bonnes ondes tiennent chaud. Le vendredi saint s'est levé sous un ciel grisacier, lourd de menaces. La météo ne s'était pas trompée. Un front froid venu directement de Scandinavie s'abattait sur le massif central. À midi, il faisait à peine 2 degrés. La nuit, il annonçait -4, avec un ressenti de -10 à cause de la bise glaciale. J'ai passé la journée chez moi, enveloppé dans un plaid en fausse fourrure, à regarder des séries et à manger des chocolats. Pour la première fois depuis des années, je ne courais pas partout pour trouver des serviettes assorties ou pour aller chercher le pain spécial que papa aime. J'ai même monté mon chauffage électrique de 2 degrés. Un luxe que je ne m'étais jamais permis. Chez mes parents, l'ambiance devait être tout autre. Je n'étais pas là pour le voir, mais je connaissais cette vieille maison par cœur. C'est une bâtisse en pierre du XIXe siècle. Magnifique en été, un tombeau en hiver si la chaudière ne tourne pas à plein régime. Les murs en pierre boivent le froid et le recrachent lentement à l'intérieur. Vers 16 heures, le premier message est arrivé. C'était maman. Coucou ma chérie, tu as bien confirmé la livraison de fioul? Le camion n'est pas passé ce matin et les radiateurs sont tièdes. Ton père s'inquiète. J'ai lu le message sur l'écran verrouillé. J'ai souri, j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai repris ma lecture. 1 heure plus tard, deuxième message. Solange, réponds s'il te plaît. Il commence à faire vraiment froid. Le thermostat affiche 16 degrés. Papa a essayé de relancer la chaudière mais elle s'est mise en sécurité. On pense que la cuve est vide. Appelle la compagnie. Je pouvais presque les voir. Papa en train de taper sur la vieille chaudière de Dietrich avec sa clé à molette, jurant contre la machine, refusant d'admettre que c'était sa faute. Maman qui mettait un gilet supplémentaire, inquiète pour ses plantes vertes. Et Magali? Magali devait être en train de paniquer pour sa peau. Le froid, ça assèche le teint, n'est-ce pas? À 18 heures, mon téléphone a sonné. C'était le numéro fixe de la maison. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Puis, une notification de ma banque a illuminé mon écran, transaction refusée. Carte XXXX, Bernadette. Montant, 145,50 €, magasin Super U, motif, carte bloquée. Ah. Maman était passée à la caisse. J'ai imaginé la scène. La file d'attente bondée avant le week-end de Pâques. Le caissier qui passe les articles, le saumon, les asperges, le vin mousseux. Maman qui tend la carte avec son petit sourire poli. Le bip d'erreur. Le caissier qui réessaie. Désolé madame, ça ne passe pas. Carte invalide. La honte. La rougeur qui monte aux joues. Les regards impatients des clients derrière elle. Elle a dû laisser le caddie là, planté au milieu du magasin, et sortir la tête basse. Le vent dehors redoublait de violence, faisant trembler mes volets. Mais à l'intérieur de moi, c'était le calme plat. Un calme terrifiant. Je réalisais que je détenais un pouvoir immense que j'avais ignoré toute ma vie, le pouvoir de dire non. Le pouvoir de fermer le robinet. Ils commençaient à comprendre que quelque chose n'allait pas. Mais ils étaient encore loin d'imaginer que ce n'était pas un accident. Ils pensaient à une erreur technique, à un bug bancaire. Ils ne pouvaient pas concevoir que Solange, la gentille Solange, la bonne poire, avait coupé les vivres. La nuit tombait, et avec elle, le gel. Le vrai spectacle allait commencer. Samedi matin. Mon thermomètre extérieur affichait -3 degrés Celsius. Une fine couche de givre recouvrait les pare-brises des voitures dans la rue. Mon téléphone était saturé de notifications. 12 appels manqués de papa. 8 de maman. 5 de Magali. Et une série de messages vocaux et de textos de plus en plus hystériques. J'ai écouté le premier message vocal, celui de papa, laissé à 23 heures la veille. Solange. C'est inadmissible. On se gèle les miches ici. Il fait 12 degrés dans le salon.
J'ai appelé Cantal Énergie, ils sont fermés pour le week-end. Qu'est-ce que tu as foutu avec la commande? Rappelle immédiatement. Deuxième message, 8 heures ce matin. Maman, la voix tremblante. Solange, s'il te plaît. L'eau chaude ne marche plus non plus, c'est lié à la chaudière. On ne peut même pas se doucher. Magali pleure, elle ne peut pas se laver les cheveux pour l'arrivée d'Enzo. Et ma carte ne marche pas. On n'a rien à manger pour ce midi à part des restes. Qu'est-ce qui se passe? Troisième message, Magali, hurlant presque. T'es vraiment une connasse, tu sais ça? Tu fais exprès parce que t'es jalouse. Enzo arrive demain. La maison est un igloo. Répare ça tout de suite ou je ne te parle plus jamais. Ah, la menace de ne plus me parler. Si seulement elle savait que c'était mon souhait le plus cher. J'ai appris la suite des événements par Madame Vidal, la voisine de mes parents. C'est une vieille dame qui passe ses journées derrière ses rideaux et qui m'adore parce que je lui porte ses courses parfois. Elle m'a appelé vers 10 heures. Solange? C'est Marcel. Dis donc, c'est la panique chez tes parents. J'ai vu ton père sortir en robe de chambre, il hurlait après le livreur de la boucherie. Ah bon, ai-je répondu, feignant la surprise. Que s'est-il passé? Le camion de la boucherie de l'Orme est passé, mais il n'a rien livré. Le livreur est resté 2 minutes, a parlé à ton père, et est reparti avec la marchandise. Ton père a donné un coup de pied dans sa propre poubelle. Il était rouge comme une tomate. J'ai réprimé un rire. Le boucher avait respecté ma consigne, annulation confirmée. Pas de gigot. Pas de foie gras. Et ce n'est pas tout, a continué Marcel, ravi d'avoir un public. J'ai vu ta mère partir à pied vers la boulangerie, emmitouflée comme un esquimau. Elle avait l'air bouleversée. La maison doit être glaciale, il n'y a pas de fumée qui sort de la cheminée. Ils n'ont plus de bois? Je ne sais pas, Marcel. Je ne suis pas invité cette année. Pas invité? Oh, les pauvres fous. J'ai raccroché. La situation était critique chez eux. Sans fioul, la température intérieure allait s'équilibrer avec l'extérieur d'ici ce soir. La vieille pierre devient un congélateur. Vers midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? C'est le service d'astreinte de Cantal Énergie. On a un monsieur Régis au bout du fil, très agressif, qui prétend que vous avez fait une erreur en annulant la livraison. Il exige un camion d'urgence. Le problème, c'est que pour une livraison le week-end de Pâques, c'est tarif triple, et il faut payer d'avance. Il dit que sa carte ne passe pas. Il nous demande de débiter la vôtre, celle qui est enregistrée dans le dossier. J'ai pris une grande inspiration. Monsieur, je confirme l'annulation. Je ne cautionne aucune dépense sur ma carte. Si vous livrez, ce sera à vos frais, car je ferai opposition au prélèvement. Est-ce clair? Le technicien a bégayé. Très clair, madame. On ne livre pas sans paiement validé. Je vais lui dire. J'ai raccroché. Le piège s'était refermé. Ils étaient coincés dans le froid, sans nourriture de fête, sans argent liquide, ils comptent toujours sur les cartes, et avec un « invité de marque » qui arrivait dans moins de 24 heures. Le dimanche de Pâques. Le grand jour. Je me suis réveillée avec l'odeur de ma brioche qui cuisait dans le four. Mon appartement était modeste, mais il faisait 22 degrés. C'était un cocon. J'avais mis de la musique douce. À 9h30, on a frappé à ma porte. Pas une frappe polie. Des coups violents, lourds, comme si on essayait d'enfoncer le battant. Je savais qui c'était. J'ai pris mon temps. J'ai enfilé mes chaussons, j'ai ajusté mon gilet, et je suis allée ouvrir. Mon père se tenait là. Il faisait peine à voir. Lui qui est toujours tiré à 4 épingles, rasé de près, il avait une barbe de 2 jours. Il portait son gros manteau de laine par-dessus un survêtement, et une écharpe enroulée 3 fois autour du cou. Son nez était rouge, ses yeux larmoyants à cause du froid et de la rage. Il tremblait de tout son corps. Il a commencé, sa voix cassée par un frisson. Tu es une petite garce. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte, bloquant l'entrée.
La chaleur de mon appartement s'échappait vers le couloir glacial, et je l'ai vu, instinctivement, se pencher vers cette chaleur. Bonjour papa. Joyeuse Pâques. Ne te moque pas de moi, a-t-il hurlé, postillonnant. Tu veux nous tuer? C'est ça ton plan? Tuer tes parents? Il fait 8 degrés dans la maison. Ta mère est sous 3 couettes. Magali est hystérique. Enzo arrive à midi. Ah, Enzo, ai-je dit calmement. L'invité pour qui je n'étais pas assez bien. J'espère qu'il aime le camping d'hiver. Il a plongé sa main dans sa poche. Arrête tes conneries. Il me faut de l'argent. Maintenant. Le distributeur de fuel accepte le liquide. Il me faut 2000 € pour qu'il vienne en urgence ce matin. Donne-moi ton chéquier ou du liquide. Tout de suite. J'ai croisé les bras. Non. Il s'est figé, comme si je l'avais giflé. Quoi? Non. Je ne te donnerai pas un centime. Tu m'as dit que je n'étais pas invité. Tu m'as dit que je faisais tâche. Tu m'as dit que ma présence était une gêne. Eh bien, mon argent fait partie de ma présence. Si tu ne veux pas de la fille rustique, tu ne veux pas de son argent rustique. C'est un devoir, a-t-il crié, attirant l'attention d'un voisin qui sortait ses poubelles. On t'a élevé. On t'a nourri. Tu nous dois le respect. Le respect, ça marche dans les deux sens, papa. J'ai payé 10 000 € cette année. Pour ta maison, pour tes factures, pour les caprices de Magali. Et en retour? Une interdiction de venir manger le gigot que je devais payer? C'est fini. Son visage est passé du rouge au violet. Si tu ne nous aides pas maintenant, ne remets plus jamais les pieds à la maison. Je te déshérite. J'ai éclaté de rire. Un rire franc, libérateur. Me déshériter? De quoi? De cette maison qui est un gouffre financier? De tes dettes? Papa, ouvre les yeux. C'est moi qui maintiens votre train de vie. Sans moi, il n'y a pas d'héritage. Il n'y a que la faillite. Il a levé la main, comme pour me frapper, un geste qu'il n'avait pas eu depuis mes 15 ans. J'ai soutenu son regard, sans ciller. Il a vu quelque chose dans mes yeux qu'il n'avait jamais vu avant. Il a vu que je n'avais plus peur. Il a vu que le lien était rompu. Il a baissé la main, vaincu par le froid et par ma détermination. Enzo arrive, a-t-il murmuré, presque pour lui-même, paniqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à manger. Il fait froid. C'est ton problème, papa. C'est le problème de l'élite. Je suis sûr que vous trouverez une solution chic et élégante. J'ai reculé d'un pas et j'ai commencé à fermer la porte. Solange. Attends. J'ai claqué la porte. J'ai tourné le verrou. J'ai entendu ses poings frapper le bois 2 ou 3 fois, faiblement. Puis, j'ai entendu ses pas lourds s'éloigner dans le couloir. Je me suis adossé à la porte, le cœur battant à tout rompre. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais puissante. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. Ce qui s'est passé ensuite chez mes parents est entré dans la légende du quartier, grâce au rapport détaillé de Madame Vidal, qui n'a rien raté depuis sa fenêtre, et grâce aux fuites inévitables sur les réseaux sociaux. À midi pile, une voiture de sport noire, une Audi de location rutilante, s'est garée devant le portail givré de mes parents. Enzo est sorti. Un grand type, costume italien trop serré, mocassins sans chaussettes, quelle erreur par -3 degrés, lunettes de soleil alors qu'il faisait gris. Il a sonné. Magali a ouvert. Elle portait sa robe de soirée en soie, mais elle avait dû mettre une grosse doudoune de ski par-dessus, ce qui lui donnait l'allure d'un bonhomme Michelin glamour. Enzo est entré. Et c'est là que le drame a commencé. Imaginez la scène. La maison est à 8 ou 9 degrés. Une humidité glaciale vous saisit dès le hall d'entrée. Il n'y a aucune odeur de cuisine, pas de rôti, pas d'épices. Juste l'odeur du froid et de la poussière humide. D'après ce que j'ai su plus tard,
Enzo a gardé ses lunettes de soleil à l'intérieur pendant les 5 premières minutes, probablement pour cacher son choc. Il fait un peu frais, non, a-t-il demandé, voyant de la buée sortir de sa propre bouche. Oh, c'est pour conserver la fraîcheur des fleurs, a menti Magali, claquant des dents. C'est un concept scandinave. Le hig. Papa et maman étaient assis dans le salon, emmitouflés dans des couvertures. Ils ont essayé de faire bonne figure. Papa a proposé un apéritif. Mais il n'y avait pas de champagne. Juste une bouteille de mousse tiède et quelques cacahuètes rancies trouvées au fond d'un placard. Puis est venu le moment du repas. Pas de gigot de 7 heures. Pas de gratin dauphinois. Maman, dans un acte de désespoir, avait fait cuire des pâtes. Des spaghettis premier prix avec une sauce tomate en bocal. Servis dans la porcelaine de Limoges. Enzo a regardé son assiette. Il a regardé Magali. Il a regardé mes parents qui tremblaient littéralement en essayant d'enrouler leurs pâtes. C'est une blague, a lâché Enzo. Son vernis de sophistication a craqué. Je me gèle l'essai, depuis 1 heure, et on bouffe des pâtes panzani? Enzo, mon chéri, c'est minimaliste, a tenté Magali. Minimaliste? C'est la misère, oui. Il s'est levé, renversant sa chaise. Tu m'as vendu du rêve, Magali. Mon père a un domaine, on vit dans le luxe. Regarde-toi. On dirait des clochards dans un château hanté. Vous n'avez même pas de quoi payer le chauffage. C'est là que papa a explosé. Je vous interdis de nous parler comme ça, jeune homme. C'est un problème technique. Ma fille a fait une erreur avec la banque. Ta fille? Celle que tu caches? Celle qui paye tout, c'est ça? Enzo a ricané. J'ai vu les commentaires sur ton Instagram, Magali. Tes copines parlent. Tout le monde sait que c'est ta sœur qui finance ton train de vie. Et là, visiblement, le robinet est fermé. Il a attrapé son manteau en cachemire. Je ne reste pas 1 minute de plus dans ce frigo. J'ai une image à gérer. Je ne peux pas poster ça. C'est pathétique. Il s'est dirigé vers la porte. Magali s'est accrochée à son bras, pleurant, suppliant. Enzo, ne pars pas. Je t'aime. Il l'a repoussé. Tu n'aimes pas, tu cherches un sponsor. Moi aussi je cherchais une fille riche pour investir dans ma crypto. On s'est arnaqué mutuellement, chérie. Ciao. Il a claqué la porte. Le silence est retombé sur la maison glacée. Juste le bruit du vent et les sanglots de Magali. Le repas de Pâques, élite, venait de se terminer avant même d'avoir commencé, devant des assiettes de pâtes froides. Pendant ce temps, chez moi, je sortais mon petit poulet rôti du four. La peau était dorée et croustillante. J'ai versé la sauce. J'ai allumé une bougie parfumée. J'étais seule, mais je n'avais jamais été aussi bien accompagnée, j'étais avec ma dignité. L'histoire ne s'est pas arrêtée au départ d'Enzo. Ce type, blessé dans son ego et ayant perdu son temps, a décidé de se venger publiquement. Dans la voiture, sur le chemin du retour, il a fait une story Instagram. Magali me suivait, je l'ai vue parce qu'une amie commune me l'a envoyée. Dans la vidéo, Enzo conduisait et parlait à la caméra, yo l'équipe. Grosse déception aujourd'hui. Je pensais passer Pâques dans une famille de la high society, je me suis retrouvée chez les Thénardier version pôle Nord. Pas de chauffage, pâte à l'eau, et la meuf qui se prend pour une princesse alors qu'elle est fauchée. Fake life, fake people. Restez vrais les gars. #exposed #Michtofel. La vidéo est devenue virale dans notre petite ville d'Aurillac. En quelques heures, tout le cercle social de Magali était au courant. L'humiliation était totale. Elle qui avait passé des années à construire cette image de fille riche et oisive, tout s'écroulait en quelques secondes. Chez mes parents, l'ambiance a viré au règlement de compte. D'après ce que j'ai su plus tard, Magali a hurlé sur papa et maman, les accusant d'avoir ruiné sa vie. Papa a hurlé sur maman pour avoir oublié de vérifier le compte en banque. Et tous, absolument tous, me maudissaient. Mais c'était une malédiction impuissante. Ils étaient piégés dans leur propre maison, paralysés par le froid qui s'intensifiait. Le soir tombait,
et la température intérieure avait chuté à 6 degrés. C'est invivable pour des personnes âgées comme mes parents. J'ai mangé mon poulet, savourant chaque bouchée. J'ai pensé à Enzo. Un escroc qui essayait d'arnaquer une autre escroc. C'était presque poétique. Magali cherchait quelqu'un pour la financer comme je le faisais, et elle était tombée sur un miroir de sa propre cupidité. Vers 19h, mon téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. Je n'ai pas répondu. Ils essayaient probablement d'utiliser le téléphone d'un voisin ou une cabine, sachant que je ne répondais plus à leur numéro. Je me sentais légère. Une légèreté physique, comme si on m'avait enlevé un sac à dos de 50 kilos que je portais depuis 10 ans. Je n'avais plus peur de leur jugement. Je n'avais plus peur de perdre leur amour, car j'avais enfin compris que cet amour n'avait jamais existé. J'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à regarder sérieusement les annonces immobilières à Montpellier. J'ai envoyé 3 demandes de visite pour le mois prochain. C'était concret. C'était réel. Mais je savais que ce n'était pas tout à fait fini. Ma mère. Le maillon faible. Elle allait venir. Je le sentais. Elle ne pouvait pas rester dans ce conflit sans essayer de le lisser, comme elle l'a toujours fait, en me demandant de plier. Il était 20h30 quand la sonnette a retenti à nouveau. Dehors, la neige avait commencé à tomber, de gros flocons lourds qui étouffaient les bruits de la ville. J'ai ouvert. C'était maman. Elle avait marché. Ça se voyait. Ses bottes étaient couvertes de neige, son visage était gris de fatigue et de froid. Elle n'avait pas de voiture, papa ne conduisait plus la nuit, et les taxis sont rares le dimanche de Pâques à Aurillac. Elle avait dû faire les 3 kilomètres à pied, dans la tempête. L'image m'a serré le cœur. C'était ma mère, après tout. Cette femme petite, fragile, qui tremblait devant moi. Solange? A-t-elle soufflé, ses dents claquant? Je me suis écartée. Entre, maman. Juste toi. Elle est entrée, et la chaleur de mon appartement l'a frappée. Elle a failli s'effondrer en sanglotant. Je l'ai aidée à s'asseoir sur le canapé, je lui ai mis mon plaid sur les épaules et je suis allée lui préparer un thé brûlant. Elle a bu la première gorgée comme si c'était de l'élixir de vie. Ses mains, tachetées par l'âge, étaient bleues. « Pourquoi tu as fait ça, Solange ?» a-t-elle demandé après un moment, la voix cassée. On n'a jamais eu aussi froid. Papa? Papa tousse. Il a mal à la poitrine. Magali est enfermée dans sa chambre, elle dit qu'elle veut mourir. C'est un désastre. Je me suis assise en face d'elle. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, maman. C'est vous. Vous m'avez jeté dehors. Je n'ai fait que reprendre ce qui m'appartenait. Mais c'était juste un repas, a-t-elle pleuré. On voulait juste que ça se passe bien pour ta sœur. Tu sais comment elle est fragile. Et moi, ai-je coupé, ma voix montant d'un cran. Je ne suis pas fragile? Je suis faite en acier? Ça ne me blesse pas d'être traitée de honte de la famille? Ça ne me fatigue pas de travailler 50 heures par semaine pour payer vos factures pendant que vous jouez au châtelain? Elle a baissé les yeux. On t'aime, Solange. On compte sur toi. Tu es la forte de la famille. Non, maman. Je suis la vache à lait. Et la vache à lait est tarie. Elle a posé sa tasse. Elle a attrapé ma main. Ses doigts étaient glacés. S'il te plaît, ma chérie. Reviens. Paye le fioul. Juste le fioul. Papa te laissera venir. On oubliera tout ça. On mangera les restes ensemble demain. S'il te plaît. Je ne peux pas dormir dans ce froid. C'était le moment de vérité. Elle me marchandait mon retour. Papa te laissera venir. Comme si c'était un privilège. Comme si je devais payer 2000 € pour avoir le droit de m'asseoir à leur table et manger des restes de pâtes. J'ai regardé ses yeux larmoyants. J'ai vu la peur, oui. Mais j'ai aussi vu l'habitude. L'habitude que je sois celle qui répare. Celle qui sauve. J'ai retiré ma main doucement. Je ne peux pas, maman. Elle a écarquillé les yeux. Quoi? Tu vas nous laisser geler? Je ne vais pas remettre le fioul. Je ne vais plus payer les factures. C'est fini. Mais je ne suis pas un monstre.
Je me suis levée. Je suis allée dans ma chambre. J'ai pris 2 couvertures chauffantes électriques que j'avais en réserve, et une grosse thermos que j'ai remplie de soupe chaude. Je suis revenue vers elle. Tiens. Prends ça. Branchez les couvertures, ça vous gardera au chaud cette nuit. Bois la soupe. Mais ne me demande plus d'argent. Ne me demande plus de payer pour vos choix. Si la maison est trop grande et trop chère à chauffer, vendez-la. Vendre la maison? Elle a eu l'air horrifiée. Mais c'est la maison de famille. Alors assumez-la. Moi, je ne peux plus. J'ai appelé un taxi pour elle. J'ai payé la course à l'avance. Quand elle est partie, avec ses couvertures sous le bras, elle s'est retournée une dernière fois. Elle ne m'a pas dit merci. Elle m'a regardée comme si j'étais devenue une étrangère. Et c'était le cas. J'étais devenue étrangère à leur folie. Les jours suivants ont été un chaos silencieux. Lundi de Pâques. Le taxi m'a confirmé avoir déposé ma mère. Je savais qu'il ne mourrait pas de froid avec les couvertures électriques, mais le confort, c'était fini. Mardi matin, la banque a ouvert. Ma première action a été de révoquer officiellement la procuration que j'avais donnée à mes parents sur mon compte il y a des années. J'ai changé de banque, carrément, pour être sûr qu'aucune erreur ou pression de mon père sur le conseiller local, qu'il connaissait, ne puisse arriver. Mercredi, j'ai reçu une lettre recommandée de mon père. Une lettre. Il menaçait de me poursuivre pour non-assistance à personne en danger. J'ai consulté un avocat gratuitement via mon assurance. Il a ri. Vous ne vivez pas chez eux, ils ne sont pas sous tutelle, ils ont des actifs, la maison. Vous n'avez aucune obligation légale de payer leur chauffage de luxe. Laissez-le crier. J'ai appris qu'ils avaient dû vendre la commode Louis XV du salon à un antiquaire peu scrupuleux pour avoir du cash rapidement et faire livrer 500 litres de fioul. Ils l'ont vendu une bouchée de pain. Ça m'a fait mal au cœur pour le meuble, mais c'était la conséquence de leur orgueil. Magali, quant à elle, a disparu des réseaux sociaux. La honte était trop forte. Elle s'est terrée dans sa chambre. Sans mon argent pour le coiffeur, les ongles, les sorties, sa vie de « princesse » s'est évaporée. Je n'ai pas répondu à la lettre de mon père. Le silence était ma meilleure réponse. J'ai continué à travailler, à conduire mon bus. Mais quelque chose avait changé. Je ne voyais plus la route grise d'Aurillac comme une prison éternelle. Je la voyais comme un chemin vers la sortie. Chaque kilomètre, chaque salaire était maintenant pour moi. Pour MON Avenir. J'ai fait mes calculs. Sans les 800 à 1000 euros mensuels que je dépensais pour eux, je pouvais mettre de côté une somme énorme. En un an, avec mes économies actuelles, je pouvais avoir l'apport pour Montpellier. Le lien était coupé. C'était comme une amputation. Ça fait mal, on sent encore le membre fantôme parfois, l'envie d'appeler maman, l'envie d'aider, mais on sait que c'était nécessaire pour survivre. La gangrène ne se propagerait plus. Un mois plus tard. Le printemps s'installait enfin timidement. J'avais obtenu ma mutation. Les chauffeurs de bus sont demandés partout, et mon dossier était impeccable. Montpellier m'attendait pour le 1er juin. J'ai décidé d'y aller une dernière fois. Pour leur dire. Pas pour demander la permission, mais pour informer. La maison semblait plus grise que d'habitude. L'herbe n'était pas tondue, c'était moi qui payais le jardinier d'habitude. J'ai sonné. C'est papa qui a ouvert. Il avait vieilli de 10 ans. Il portait un vieux pull. L'arrogance avait disparu, remplacée par une amertume aigre. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il grogné. « Je viens vous dire au revoir. Je déménage. » Maman est arrivée derrière lui, l'air inquiet. « Tu déménages ? Dans un autre appartement à Aurillac ? » Non. À Montpellier. Je pars dans 3 semaines. Le silence est tombé, lourd et définitif. Montpellier, a répété Magali, qui descendait l'escalier en pyjama à 14 heures. Mais, c'est loin. C'est le but, ai-je répondu. Et nous, a demandé papa. La question était sortie toute seule. Égoïste, pur, sans phare. Vous ? Vous avez une grande maison. Vous avez 2 bras et 2 jambes. Magali a 27 ans.
Le supermarché cherche des caissières, j'ai vu l'annonce. Magali a fait une grimace de dégoût. Caissière? Moi? C'est ça ou la fin, ma chérie. Parce que moi, je ne suis plus là. Mon compte en banque est à 300 kilomètres. Maman a commencé à pleurer doucement. Tu nous abandonnes. J'ai senti une dernière pointe de culpabilité, mais je l'ai écrasée. Non, maman. Je me sauve. Il y a une différence. Je vous ai donné 10 ans de ma vie et toutes mes économies. Vous m'avez traité de honte. Maintenant, je vais aller là où le soleil brille et où personne n'a honte de moi. J'ai posé les clés de leur maison que j'avais toujours gardées sur le guéridon de l'entrée. Gardez-les. Je n'en aurai plus besoin. Adieu. Je suis sortie sans me retourner. J'ai entendu maman m'appeler une fois, faiblement, mais je n'ai pas ralenti. Je suis montée dans ma Peugeot, j'ai mis la musique à fond, et j'ai démarré. Aujourd'hui, je vous écris depuis mon balcon. Il fait 25 degrés. Je vois la mer au loin, une ligne bleue scintillante. J'ai acheté ce petit studio le mois dernier. C'est petit, mais c'est à moi. C'est payé avec M1 argent. Mes parents ont mis la maison en vente. Trop cher à entretenir. Ils ont emménagé dans un HLM. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la vie que leurs revenus réels leur permettaient. Magali travaille. Elle est réceptionniste dans un hôtel bas de gamme. Elle déteste ça, mais elle n'a pas le choix. Elle m'envoie parfois des messages pour se plaindre, mais je réponds rarement. Je ne les déteste plus. La haine demande trop d'énergie. Je ressens juste une indifférence polie. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire, la famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie. La famille, c'est le respect, l'entraide, et l'amour réciproque. Si l'un de ces éléments manque, ce n'est pas une famille, c'est un fardeau. On nous apprend qu'il faut honorer ses parents, qu'il faut se sacrifier pour les siens. C'est un mensonge dangereux. Se sacrifier pour des gens qui vous méprisent, ce n'est pas de la vertu, c'est du masochisme. J'ai perdu 10 000 € l'année dernière. Mais j'ai gagné ma liberté. Et croyez-moi, la liberté, ça vaut bien plus que ça. Ce pack glacial a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Il a gelé mes illusions et a fait fleurir ma nouvelle vie. Alors, si vous êtes en train d'écouter cette histoire et que vous vous reconnaissez en moi, si vous êtes la vache à lait, le bouc émissaire ou la roue de secours de votre famille, arrêtez. Juste arrêtez. Coupez le chauffage. Fermez le robinet. Laissez-les avoir froid un moment. C'est peut-être la seule façon pour eux d'apprendre à apprécier votre chaleur. Ou, comme dans mon cas, c'est la seule façon pour vous de réaliser que vous méritez de briller ailleurs. Merci de m'avoir écouté. C'est la fin de mon histoire, mais peut-être le début de la vôtre. Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Avez-vous déjà dit « stop » à une famille toxique? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Lâchez tout, ça fait du bien. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de vie, vraies et sans filtre. Prenez soin de vous, et surtout, ne laissez personne éteindre votre lumière.